Les soldats russes utilisent désormais un surnom glaçant sur le champ de bataille, la mort silencieuse. Ce n'est pas parce qu'elle est rapide, ni parce qu'elle est puissante, mais parce qu'au moment où ils se rendent compte de sa présence, il est déjà trop tard. Certaines unités rapportent ne rien entendre avant les toutes dernières secondes. D'autres ne l'entendent jamais. Contrairement à l'artillerie, aux missiles ou aux drones classiques, beaucoup de ces systèmes peuvent continuer à traquer même si la Russie tente de les brouiller ou de les perturber. C'est un sérieux problème pour le Kremlin, car les armes qui circulent sur le front sont non seulement plus difficiles à arrêter, mais deviennent aussi plus intelligentes et changent la manière de faire la guerre. Voici venir les drones et robots autonomes, autrement dit la mort silencieuse. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Ukraine mise sur ces machines capables de réfléchir par elles-mêmes, il faut comprendre le problème pour lequel elles ont été conçues, la guerre électronique. Dès le début de la guerre à grande échelle, les deux armées ont inondé le front de drones en vue subjective, de petits aéronefs télépilotés transportant des explosifs qu'un pilote dirige directement vers une cible grâce à une liaison vidéo. Peu coûteux et précis, ils ont temporairement changé le champ de bataille en faveur de l'Ukraine. Un drone dépendant d'une liaison radio n'est efficace que tant qu'elle fonctionne, et les deux camps ont vite appris à l'attaquer. Les brouilleurs couvrent le front, coupant la connexion entre un drone et son opérateur. Les leurs corrompent la navigation satellite, envoyant au drone de fausses coordonnées, ou bloquant l'accès au GPS. À un moment de la guerre, ces défenses électroniques dominaient. Un drone brouillé est un drone perdu, et sur les portions les plus disputées du front, la majorité des missions FPV échouaient dans les toutes dernières secondes avant l'impact, précisément là où le brouillage est le plus actif. C'est ce goulet d'étranglement que l'intelligence artificielle a été introduite pour briser. L'idée est simple, même si la mise en œuvre technique ne l'est pas. Si le drone ne peut s'appuyer sur un pilote humain, ni une liaison radio directe, il doit avoir assez d'intelligence embarquée pour accomplir seul sa mission. Cela est possible en l'équipant d'un logiciel de reconnaissance d'images et de navigation visuelle, permettant à l'appareil, une fois que l'opérateur l'a orienté vers une cible, de parcourir seul la fin du trajet, reconnaître ce qu'il voit, et corriger sa trajectoire même après la perte du signal. La décision est alors confiée au drone, le rendant ainsi immunisé contre le brouillage classique. L'effet de ce changement est mesurable, et les chiffres expliquent de pourquoi chaque brigade en Ukraine le veut désormais. Selon Katerina Bondar, du Center for Strategic and International Studies, qui a étudié les systèmes autonomes de l'Ukraine, ajouter ce type d'autonomie terminale à la navigation et au ciblage fait passer le taux de réussite d'une frappe de drone d'environ 10 à 20% à environ 70 à 80%. C'est une amélioration de 3 à 4 fois, ce qui permet à 2 drones IA de faire ce qu'il fallait 8 ou 9 drones auparavant. Pour une armée en infériorité numérique, ce multiplicateur est tout l'intérêt. Chaque drone qui atteint sa cible est un drone que vous n'avez pas eu à construire 2 fois, un pilote que vous n'avez pas eu à risquer, et une cible pour laquelle vous n'avez pas eu à envoyer d'infanterie. Il y a ici un second multiplicateur caché. L'IA prenant en charge la partie la plus complexe du vol, le niveau de compétence nécessaire du pilote baisse fortement, ce qui est crucial pour un pays confronté à une crise des effectifs. Vous n'avez plus besoin d'un opérateur virtuose pour chaque drone, et à mesure que l'autonomie s'améliore, le ratio entre les opérateurs et les machines commence à passer d'un pilote pilotant péniblement un drone à un opérateur lançant plusieurs drones à la fois. Les analystes qui suivent cette tendance la décrivent comme un point d'inflexion imminent, le moment où un seul opérateur pourra envoyer jusqu'à 20, 50 ou 100 drones en une seule opération coordonnée. À ce moment, l'économie de la guerre change, car le nombre de frappes n'est plus lié au nombre de pilotes formés. Il est important d'être précis ici, car c'est la partie de l'histoire qui est souvent exagérée. L'Ukraine n'a pas encore vraiment constitué des armées de robots tueurs entièrement autonomes. L'emploi de l'intelligence artificielle dans les armes en est probablement à ses débuts. À la mi-2026, son utilité principale réside dans la reconnaissance des cibles, aidant un drone à repérer un char camouflé caché dans une rangée d'arbres et à guider son approche finale à travers un brouillage intense. Sur les 2 millions de drones fabriqués par l'Ukraine en 2024 seuls, 10 000 intégrèrent des améliorations par IA. Et même cela nécessitait toujours un humain pour choisir la cible et lancer la mission. En 2026, la production avait changé d'échelle, avec des plans pour terminer l'année 2026, avec une production annuelle de 7 millions de drones. Il n'existe pas de chiffres précis sur les drones améliorés par l'IA, ce qui laisse penser qu'ils sont une minorité sur la ligne de front. Cependant, nous ne pouvons ignorer la réelle valeur de ces drones. Tandis que la guerre aérienne était transformée par le renseignement, une révolution parallèle avançait au sol.
des robots. L'Ukraine a investi des ressources dans les véhicules terrestres sans pilote, des robots à roues ou à chenilles, qui transportent des munitions, évacuent les blessés, portent des armes lourdes et, de plus en plus, mènent leurs propres assauts. Et les soldats ukrainiens qui les utilisent ont appris quelque chose de leurs prisonniers russes. Les Russes ont même un surnom pour ces machines, la mort silencieuse. Ce surnom fait référence à une véritable caractéristique tactique, qui mérite qu'on s'y attarde, car elle explique pourquoi un robot lent et maladroit peut être plus terrifiant qu'un robot rapide. Sur le champ de bataille moderne, le premier système d'alerte d'un soldat reste son ouïe. Il perçoit le bourdonnement d'un drone FPV, le moteur d'un véhicule ou le sifflement d'un moteur électrique. Ce bruit vous laisse 2 ou 3 secondes pour vous abriter. Un robot terrestre silencieux supprime cet avertissement. D'après un reportage de CNN qui a suivi des unités ukrainiennes utilisant ces machines, les soldats russes disent qu'ils n'entendent souvent les robots arriver que lorsqu'ils sont à environ 10 mètres. Et un robot terrestre à 10 mètres transportant une lourde charge explosive est déjà bien à l'intérieur de son propre rayon d'explosion. Au moment où vous l'entendez, l'entendre ne vous aide plus. Il n'y a plus de temps pour réagir. 2 éléments renforcent cet avantage. D'abord, la charge utile. Un châssis à 4 roues peut transporter bien plus qu'un petit drone aérien, que ce soit une grosse charge explosive ou une mitrailleuse lourde avec des centaines de cartouches. Donc cette machine qui arrive en silence est aussi disproportionnellement plus létale. La deuxième chose, c'est le rôle que rend possible le silence, l'infiltration. Lors d'une attaque, la première explosion des robots a servi de diversion, attirant l'attention pendant que 4 autres machines se faufilaient derrière les lignes ennemies, ce qu'aucune arme qui signale sa présence ne pourrait faire. Le choc psychologique est visible dans la façon dont les défenseurs réagissent. Un commandant ukrainien, opérant sous le nom de code cyber, a décrit le déploiement d'un robot contre une position ennemie, et il a vu les Russes paniquer, ramper, se plaquer au sol, sans aucune idée de la façon de réagir face à une menace qu'ils ne pouvaient ni entendre ni localiser. Le silence prive un soldat des 2 choses sur lesquelles il compte le plus, ses sens et son temps. Le matériel est aussi remarquable ici. L'unité de cyber utilise un robot à chenilles, construit autour d'une mitrailleuse lourde Browning, dotée de caméras offrant un large champ de vision. Il peut rester caché dans le feuillage plusieurs jours, car contrairement aux hommes qu'il remplace, il n'a besoin ni de nourriture ni d'eau, ne se fatigue jamais et n'a pas de crampes. La seule chose qui l'oblige à retourner à la base, c'est les munitions. Une fois qu'il a épuisé ses cartouches, il doit revenir pour se réapprovisionner. Lors de l'interview, l'unité de cyber préparait déjà un successeur plus rapide, capable de se déplacer à environ 16 km à l'heure et d'emporter des armes légères au combat. En quelques mois, ces véhicules sont passés de curiosités rares à quelque chose qui s'approche de l'équipement standard, transportant des fournitures, évacuant des blessés hors des zones mortelles et menant des attaques qui auraient autrefois coûté la vie à un peloton d'infanterie. Ce dernier point est là où les robots terrestres se rattachent à la logique centrale de toute la stratégie ukrainienne. Une unité de frappe robotisée de la 3e brigade d'assaut ukrainienne, désignée NC-13, a effectué le calcul sur ses propres opérations. Au cours de 164 assauts, l'unité a estimé qu'il lui aurait fallu environ 2300 fantassins pour obtenir le même effet que celui produit par ces robots, et elle s'attendait à en perdre environ la moitié, tués ou blessés, lors de la tentative. Et selon le propre bilan de l'unité, cela signifie que les machines ont sauvé environ 1 millier de vies ukrainiennes. Cela explique succinctement pourquoi Kyiv investit tout ce qu'elle a dans l'automatisation. Chaque attaque menée par un robot est une attaque dans laquelle un humain n'a pas eu à mourir, ce qui importe car l'Ukraine était en position de faiblesse au début de la guerre. L'ampleur de ce changement est, selon les propres dires de l'Ukraine, énorme. En avril, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient capturé pour la première fois une position russe uniquement avec des robots et des drones, sans infanterie au sol. Et il a ajouté que depuis le début de l'année, des machines sans pilote avaient mené environ 22 000 missions. Ces chiffres proviennent du gouvernement ukrainien et de déclarations présidentielles lors d'un discours sur l'industrie de défense, avec la prudence propre aux annonces en temps de guerre. Cependant, la tendance décrite est confirmée par des journalistes sur place et des analystes étrangers, indiquant une guerre où une grande partie des efforts ukrainiens est désormais automatisée. Et au centre de cette transformation se trouve l'homme que Zelensky a nommé pour l'accélérer. Mikhailo Fedorov a 35 ans, il est en poste depuis 4 mois, en tant que ministre de la Défense, et il n'a jamais servi un seul jour dans l'armée. Son expérience est technologique, pas tactique. Il a grandi à Zaporijia, ville sidérurgique marquée par de violents combats durant la guerre.
Il a commencé grâce aux jeux vidéo de son adolescence, a créé une entreprise de publicité numérique avant d'avoir terminé l'université, et est devenu partenaire avec Facebook pour vendre des publicités ciblées. Volodymyr Zelensky a d'abord engagé cet homme pour gérer les réseaux sociaux lors de la campagne présidentielle de 2019, puis l'a nommé, à l'âge de 28 ans, ministre chargé de la numérisation de l'État ukrainien. En rejoignant le ministère de la Défense, il a apporté son univers, une équipe de jeunes conseillers et analystes en sweatshirt, une table de ping-pong dans le couloir, et la vision d'un homme percevant la guerre comme un secteur à bouleverser, à la manière d'un fondateur de la Silicon Valley. Comme les applications ont changé les taxis et la livraison, Mikhailo Fedorov pense que la guerre peut aussi être transformée en confiant les combats aux machines. Dans une interview au New York Times, Mikhailo Fedorov a affirmé que seules les armes autonomes peuvent garantir la sécurité mondiale. Il les a comparées aux armes nucléaires, suggérant que les pays qui investissent dans l'automatisation sont voués à gagner les guerres futures. Cette vision de la dissuasion repose sur des algorithmes, non sur des ogives. Il faut préciser que c'est l'objectif de Mikhailo Fedorov, pas la situation actuelle de l'Ukraine. Le même article du New York Times a réitéré qu'à ce moment-là, l'IA et les armes ukrainiennes relevaient principalement de la reconnaissance de cibles. L'avenir autonome est l'aspiration, le char camouflé dans la forêt est la réalité. Sous ce futurisme se trouve une stratégie concrète élaborée par Fyodorov et approuvée par Zelensky, conçue pour forcer la Russie à venir à la table des négociations. Le New York Times rapporte que cela s'appelle la stratégie air, terre, économie, et qu'elle repose sur 3 axes. Dans les airs, intercepter au moins 95% des drones et missiles russes entrants. Sur terre, tuer ou blesser grièvement plus de soldats russes que Moscou ne peut en recruter pour les remplacer. Et contre l'économie, frapper les terminaux d'exportation de pétrole qui financent la guerre. C'est une stratégie d'usure, mais une usure délibérément conçue de manière mathématique. Fyodorov nomme cette phase de la guerre destruction ciblée et a fixé des objectifs chiffrés. D'après ce qu'il a déclaré au New York Times, la Russie perdait environ 35 000 à 40 000 soldats par mois à la mi-2026, et il vise à porter ce chiffre à plus de 50 000, un niveau qu'il estime suffisant pour arrêter complètement l'invasion. Cela s'ajoute à l'hémorragie systémique de main-d'œuvre que la Russie a subie. Une estimation des services de renseignement britanniques situe le nombre total de morts russes entre 325 000 et 500 000. L'état-major général ukrainien affirme que le nombre de pertes s'élève à près de 1,4 million. Et même si cela peut être contesté, l'ampleur des pertes est telle que la Russie n'a pas perdu autant de soldats depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle peine à les remplacer. À ce moment, les calculs initiaux de la guerre se confirment. Il serait tentant d'affirmer que la situation s'est inversée, que l'Ukraine domine désormais en puissance de feu et effectif. Ce n'est pas le cas. La Russie dispose toujours de la plus grande armée dans l'ensemble, avec environ 1 million de soldats actifs, et plusieurs centaines de milliers déployés en Ukraine ou à proximité. Selon la plupart des évaluations, elle a un avantage numérique sur le champ de bataille, et a réduit l'écart initial de production de drones, égalant ou dépassant l'Ukraine dans certains domaines. Mais avant d'y arriver, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous publions des vidéos quotidiennes qui couvrent tous les grands événements de la géopolitique mondiale. La version réelle de ce retournement est plus étroite et plus intéressante qu'un simple renversement. L'avantage écrasant que la Russie détenait en février 2022 a été réduit à quelque chose de beaucoup plus proche de la parité. Dans les technologies clés du front, comme les systèmes sans pilote et l'intelligence qui les guide, l'Ukraine a pris l'initiative. Une guerre qui a commencé comme un affrontement de masse est devenue un affrontement d'adaptation. Et l'adaptation est le seul domaine où le pays le plus petit a constamment évolué plus rapidement. Cette adaptation s'appuie sur une base industrielle très différente de l'industrie d'armement classique. Lors de ses visites aux expositions de défense en Ukraine, Fedorov parcourt des rangées d'armes souvent soudées et assemblées avec du ruban adhésif, car beaucoup ont réellement été fabriqués ainsi. Il y a des bobines de câbles à fibre optique qui permettent de piloter un drone le long d'un véritable fil de verre, insensible au brouillage car il n'utilise aucun signal radio. Des drones de la taille de la paume, des armes sur ballon et des véhicules terrestres sans pilote rappelant une table sur un mini bulldozer existent. Tout doit être bon marché et jetable. Car sur un front saturé de drones, beaucoup d'entre eux seront abattus ou détruits avant même d'atteindre leur cible. Le génie de cette approche tient à la volonté de construire à moindre coût, perdre sans hésiter et itérer rapidement, plutôt qu'à une arme en particulier. Fedorov a aussi fait de la guerre une source de données, pouvant devenir un précieux atout à long terme pour l'Ukraine.
Les combats ont produit une vaste archive d'images du champ de bataille, comprenant des millions de vidéos annotées de drones de surveillance et d'attaque, dont certaines montrent le comportement humain dans les derniers instants face à un drone. Le ministère de la Défense partage désormais ces ensembles de données avec des entreprises alliées pour entraîner leurs modèles d'IA sur des données de combat réelles via le projet Avenger Labs. C'est aussi un aperçu d'un avenir où le butin le plus précieux d'une guerre n'est plus le territoire, mais les données d'entraînement. Mais malgré tout l'élan derrière la vision de Fedorov, elle s'est heurtée à quelque chose qu'elle ne peut pas simplement bouleverser, les propres commandants de l'armée ukrainienne. Tous ces discours futuristes sur la guerre robotisée ont suscité une véritable résistance au sein des forces armées, au point que les analystes parlent d'une lutte de pouvoir ouverte entre le ministre et les généraux. L'objection sur le terrain n'est pas que la technologie est inutile, mais que la transition promise vers une guerre sans pilote avance en réalité beaucoup plus lentement que dans les discours de Fedorov. Ce discours sur des champs de bataille vides où s'affrontent des machines paraît déconnecté de la réalité, la guerre étant encore largement faite de tranchées boueuses et de corps brisés. Mais la situation n'est pas si unilatérale. Le général Oleksandr Syrski, commandant en chef de l'Ukraine, a remporté des batailles grâce à des tactiques traditionnelles d'armes combinées, blindées et manœuvres d'infanterie, qui avaient déjà permis à l'Ukraine d'obtenir ses plus grandes victoires plus tôt dans la guerre. De nombreuses brigades de première ligne ont aussi adopté tous les avantages technologiques possibles. Le commandant de la brigade K2 pionnier dans l'usage des drones FPV s'est réjoui d'avoir un ministre de la Défense jeune et technophile, qui comprend directement les unités, sans qu'il soit nécessaire de tout lui expliquer. La réalité de la guerre se situe entre ces deux positions. Ce n'est pas un choix simple entre les hommes et les machines, mais une intégration complexe et disputée des deux. Il faut se rappeler pourquoi on se tourne d'abord vers les machines. Les robots ne montrent pas la force, mais répondent à l'épuisement. Le reportage de CNN évoquait 2 soldats ukrainiens, ayant passé plus de 11 mois sans rotation dans des tranchées en première ligne, traqués par des drones et ayant manqué de sacs de sable pour renforcer leur défense. L'un d'eux marchait 20 miles à l'aube pour atteindre un lieu sûr, sans avoir parlé à sa femme depuis près d'1 an, communiquant seulement par message radio enregistré. L'automatisation vise à épargner ces hommes. Les robots existent faute de soldats suffisants, et parce que ceux qui restent sont poussés au-delà des limites humaines. C'est le moteur de toute la révolution, non pas l'enthousiasme pour la technologie, mais le manque d'hommes, et la réticence à continuer de les sacrifier. Ce qui nous amène enfin à ce que Fyodorov pense être la direction que tout cela prend, ainsi qu'au malaise qui s'ensuit de près. Dans sa vision, la zone de destruction, cette bande de plusieurs kilomètres de large le long du front, où tout ce qui bouge est traqué par des drones, finira par être complètement vidé de tout être humain. Les machines combattront les machines, dans les airs et au sol, et l'ampleur des pertes humaines qui caractérisent cette guerre finira par être considérée comme insoutenable, forçant la guerre à évoluer vers une forme de guerre presque sans effusion de sang, au profit du camp qui automatisera le premier. C'est une vision séduisante, l'aboutissement logique de tout ce que l'Ukraine a bâti. Comme l'a prudemment noté le New York Times, ce genre de vision devrait faire réfléchir, car les guerres obéissent rarement à une logique pure. Elles évoluent dans des directions imprévisibles, et retirer le jugement humain de l'équation, confier la décision de tuer à une machine agissant seule, pourrait accentuer cette imprévisibilité plutôt que de la maîtriser. Les organisations de défense des droits de l'homme ont tracé une ligne rouge contre les armes qui sélectionnent et attaquent des cibles sans contrôle humain significatif, et c'est précisément cette ligne que l'ambition de Fyodorov vise à franchir. Actuellement, l'Ukraine mène une guerre assistée plutôt qu'une guerre autonome, utilisant le renseignement pour étendre une force réduite sur un large front et affaiblir un ennemi plus puissant plus vite qu'il ne peut se reconstituer. La tactique semble fonctionner, selon des rapports évoquant une mort silencieuse impossible à stopper. Mais la véritable ampleur de l'innovation ukrainienne en matière de drones ne se trouve pas sur la ligne de front, mais dans ce qu'elle peut accomplir lors de frappes à longue portée. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Enfin, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités quotidiennes.